Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Il est pas loin de 11h du matin, ils entrent dans le studio de la radio, se mettent autour de la table face au micro. Ils savent que le sujet n'est pas des plus simples à traiter, mais ils décident de le faire tout de même. Aujourd'hui, ils vont parler cinéma. Bonjour messieurs. Salut Michel. Salut Michel. Salut, j'ai soigné mon intro. On est impressionné là. Donc oui, voilà, donc Henri, Maxime qui sont à mes côtés, Lucie à la technique. Bonjour. J'ai adoré Lucie. L'intro. J'étais dedans, je me suis dit waouh, c'est parti. magnifique. Ouais, mais après je sabre tout. Voilà, c'est comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui, Henri va nous proposer tout à l'heure une interview de Claire Dixot, parce voilà, c'est important de bien prononcer les noms. De Claire Dixot, autrice, cuisine, c'est ça, tu m'as dit, cuisine, cinéma. Ouvrage de voilà. qu'est-ce qu'on mange dans les films, c'est ça, elle insiste bien là-dessus. Par exemple, son ouvrage à table avec la mafia, c'est les plats qu'on mange. Voilà. Ah, c'est vraiment la cuisine dans les films. C'est très pointu, oui. Ouais, ce que je précise, voilà, on va vous parler de la cuisine dans les films et les films qu'on retrouve des fois dans notre cuisine aussi. Voilà, moi je vais vous... Maxime, toi tu vas nous parler de quelques séries télé. C'est ça, de ce qu'on y mange et de séries qui parlent de nourriture, de cuisine et de restauration notamment. Ah bah ça c'est chaud. Ah ouais, oui. Et Il y en a quelques-uns aussi, c'est vrai, je les ai peut-être zappés ceux-là. Et quant à moi, je vais vous faire un petit répertoire. J'ai répertorié quelques films qui parlent uniquement de bouffe normalement, ou du moins où c'est le sujet dominant. Et je vous parlerai aussi d'un autre auteur, c'est Gastrono Geek, voilà, parce que lui, il interprète la cuisine par rapport à un thème cinématographique, et ça c'est pas mal non plus. Et si tu veux bien, mon cher Henri, on va commencer par toi, on appelle Claire. On va appeler Claire. Bonjour, nous sommes avec Claire Dixot, bonjour madame. Bonjour à vous. Bonjour, donc vous êtes autrice ? Eh oui. Alors vous écrivez des œuvres qui tournent autour de la cuisine et très particulièrement la cuisine sur le thème du cinéma. La cuisine qu'on mange au cinéma. J'insiste un peu sur ce point parce que l'une de mes particularités, c'est d'aller chercher les plats qui sont mangés à l'écran pour que mes lecteurs, à leur tour, puissent manger comme leur personnage, leur héros de film. On va citer quand même la grande référence, quoi, les tontons flingueurs, parce qu'ils passent leur temps à table quand même. Et donc, il y a À table avec les tontons, il y a À table avec la mafia, À table avec Charlie Chaplin, Bon appétit Monsieur Bond, etc. Il y en a beaucoup. Il y a un Louis de Funès et il y en a un sur les comédies romantiques. Et là, on sera au complet. Ah ouais, et il y a un livre de cocktail aussi, j'ai cru. Et vous avez raison, il y a un livre de cocktail sur les bandes dessinées de Blake et Mortimer. Ah ouais, ça c'est... Ouais, oui, franco-anglais, là, c'est c'est tout indiqué. Mais et du coup, ça vous demande énormément... On retrouve vos œuvres sur, j'imagine, un peu partout, chez tous les grands libraires. Alors, en fait, il est prudent de les commander, car la maison d'édition n'existe plus, mais on les trouve sur Internet, on les trouve neufs et d'occasion, mais ils ne sont plus directement en vente. D'accord. Et moi, la première question qui me vient, mais c'est un travail de recherche qui doit être faramineux, enfin, ça doit être long. C'est passionnant et ça fait grossir, mais c'est beaucoup de travail. Ça dépend vraiment du sujet. Quand j'ai travaillé sur Charlie Chaplin, j'ai eu le privilège de passer 2 mois à la Fondation Chaplin qui se trouve à Paris, pour une raison bizarre, et de pouvoir mettre mon nez dans toutes les archives de Chaplin, y compris sa correspondance, y compris les rapports quotidiens de tournage, et puis toutes les photos, des archives visuelles, etc. Donc, rien que l'analyse des archives dont j'avais besoin, ça m'a pris 2 mois, plus l'écriture du livre derrière. C'est toujours beaucoup de boulot,
parce qu'encore une fois, j'essaye de travailler sur ce qu'on mange dans le film plutôt que d'inventer des recettes qui pourraient coller. Et donc, il m'arrive d'appeler un restaurant à Los Angeles pour savoir ce que mangeait Francis Ford Coppola quand il est venu déjeuner. Il m'arrive d'aller chercher dans les carnets de notes de la mère de tel réalisateur pour savoir. C'est toujours de la recherche, qui cherche à être le plus précis possible sur ce qui a été filmé et pourquoi le réalisateur, la réalisatrice a choisi de montrer ce plat-là à ce moment-là. Alors, c'est Henri Alexandre là, qui est là, Claire. Je voulais que vous nous racontiez un petit peu l'histoire que vous m'avez dite avant l'émission en off des polpettes et des spaghettis avec les meatballs qui sont présentes évidemment dans le livre de la mafia. C'est un de mes plats fétiches, donc racontez-nous un peu cette histoire de polpette. Alors, c'est une histoire un peu longue, pardonnez-moi. L'histoire des spaghettis aux boulettes de viande commence en réalité aux États-Unis. À l'origine, c'est un plat sicilien et c'est vraiment un plat de pauvres parce qu'il n'y a qu'en Sicile où on est assez pauvre pour manger la viande et les pâtes en même temps. Traditionnellement, en cuisine italienne, on sépare les deux. Ça devient le plat emblématique de la communauté italo-américaine, donc des immigrants italiens aux États-Unis. Et ça devient le plat préféré de Martin Scorsese, en particulier la recette de sa maman, Madame Catherine Scorsese. Emblématique au point que quand Scorsese réalise un documentaire sur ses parents, avant de devenir le réalisateur que l'on connaît, le générique de fin, c'est très rapidement tous les gens qui ont travaillé sur le film, et maintenant, je vais vous donner la recette des spaghettis aux boulettes de viande. Et il y a 3 minutes de générique avec la recette de Madame Scorsese. On va retrouver cette recette une bonne vingtaine d'années plus tard dans Les Affranchis. C'est l'une des très grandes scènes des Affranchis où tous nos héros sont en prison. Allez hop, on ne fait pas le détail. Et c'est la recette de Madame Catherine Scorsese, la maman, qui est mise à l'écran. Chacun de nos héros mafieux se met à son travail. L'un découpe la viande, l'autre prépare la sauce. C'est là où on voit le personnage de Paulie couper la gousse d'ail avec la lame de rasoir, un truc qui est devenu évidemment culte. Et celui qui met trop d'oignons dans la sauce à la viande, c'est Monsieur Scorsese, c'est le papa du réalisateur. Donc la mafia et la cuisine, c'est une affaire de famille. Oui, c'est une histoire incroyable. Et alors on met du bœuf et du veau, du porc, qu'est-ce qu'on met alors, juste pour dire un peu la recette de Madame Scorsese? Dans la recette de Madame Scorsese, on met du veau forcément, du porc forcément. On met de l'ail et des oignons et on va préparer ce qu'on prépare en Italie, c'est-à-dire un sofrito, une base, une sauce qui est faite avec de l'ail, des oignons, du vinaigre, de vin rouge, toujours, du persil. On va préparer nos boulettes, nos polpette avec de la viande hachée, de la farine, des oignons et les aromates qu'on a sous la main. En prison, on en manque, mais nous, on peut mettre pas mal de poivre. Moi, je mets du persil plat. Et puis, à côté de ça, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, la cuisson des pâtes est essentielle. La cuisson des pâtes, c'est, pour ce plat-là, on va faire 75 grammes de pâtes par personne, dans de l'eau bouillante sans sel, on sale une fois qu'on a mis les pâtes, et on cuit al dente. On fera revenir l'ensemble, les pâtes avec les boulettes de viande, dans la grande poêle dans laquelle on a fait cuire les boulettes pour que les pâtes s'imprègnent de sauce. Merveilleux, ça c'est une belle recette simple. Oh non, mais la scène est magnifique. En plus, sur grand écran, c'est... Moi j'ai faim là, ça y est. Ça y est, il a faim, c'est dans pas longtemps. Et je me permets de rebondir sur les parents Scorsese. On voit aussi la mère de Martin Scorsese dans Les Affranchis. Il y a une scène également dans la cuisine, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et je voulais dans la salle à manger. Dans la salle à manger. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. On voit De Niro qui noie son plat de pâtes avec du ketchup. Est-ce que c'est validé? Alors, on fait ce qu'on veut quand on a faim. Pour moi, ça indique deux choses. Le coup de Robert De Niro qui met du ketchup sur son plat de pâtes.
Ça nous dit qu'on est aux États-Unis. Parce qu'il fait ça en Italie, on le raccompagne à cheval sur un rail, directement vers sa tombe, probablement. Donc, on est aux États-Unis. 2, si vous vous souvenez de cette scène géniale dont vous me parlez, avec Madame Scorsese, qui a fait la cuisine probablement à 1h du matin pour les 3 loulous, dans le coffre, il y a un type qui est dans le coffre de la voiture qui est garé en bas, il y a un type qui est en train d'agoniser. Et qui est dans un état ensanglanté, absolument gore. J'ai pas d'autre mot. Et je pense que le ketchup est un rappel du sang et des tripes qui vont couvrir le coffre de la voiture et qui vont nous être rappelés encore un peu plus tard quand il s'agira d'enterrer le malheureux qui est en train d'agoniser dans le coffre, où c'est Joe Pesci qui nous dira qu'il y a des tripes partout et que c'est horrible. C'est un point assez important, je pense. On est dans une cuisine italo-américaine. C'est pas de la cuisine italienne pure, et c'est une vraie cuisine, la cuisine italo-américaine. C'est pas juste des recettes italiennes faites aux États-Unis. Quand la première vague d'immigration italienne arrive aux États-Unis, il n'y a aucun des produits dont ils ont besoin pour manger comme ils veulent manger. Ils vont importer les premières aubergines, ils vont importer des plats dont ils ont besoin. L'eau est trop calcaire pour pouvoir faire la cuisine correctement. Ils vont inventer des substituts, ils vont faire leur pâte à tarte en utilisant des biscuits industriels qu'ils vont réduire en poudre. Et c'est la naissance d'une gastronomie très particulière. C'est cette gastronomie-là que Scorsese en particulier, qui connaît beaucoup moins bien l'Italie que Coppola par exemple, va mettre en scène tout au long de ses films, à travers sa maman qu'on voit dans Les Affranchis et qu'on va retrouver très très rapidement au début de Casino. Est-ce qu'on peut dire que la cuisine italo-américaine, finalement, c'est une hybridation un peu comme la cuisine Tex-Mex, qu'on confond souvent avec la cuisine mexicaine authentique, qui n'a absolument rien à voir. Je trouve que la cuisine Tex-Mex est intéressante, mais elle est beaucoup plus, il me semble, grasse, confortable et comment dire... Fade. Oui. J'ai osé, mais c'est vrai que on a enlevé beaucoup de piments, on a enlevé beaucoup d'aromates pour arriver à la cuisine Tex-Mex. Et c'est une hybridation, vous avez complètement raison, le parallèle est super intéressant entre la cuisine Tex-Mex et la cuisine italo-américaine. Une différence peut-être, c'est que la cuisine italo-américaine a au moins une génération de plus. Les premiers immigrants italiens aux États-Unis arrivent vers 1905-1908, les premiers bateaux. Vous vous souvenez des films en noir et blanc où on les voit arriver à Ellis Island et découvrir la statue de la liberté, c'est à peu près à ce moment-là. Et donc, les générations qui arrivent et les maris qui suivent leurs femmes, les femmes qui suivent leurs maris et qui amènent les enfants, ont le temps de recevoir un télégramme qui leur dit « amène de l'origan, amène de la laitue, amène des ingrédients qu'on n'a pas chez nous, du piment, du piment rouge qui est indispensable à la cuisine de certaines régions en Italie. Et donc, petit à petit, ils vont d'abord apporter les ingrédients, ils vont ensuite les proposer à la vente. Et on va avoir, dès les années 20, toute une génération de vendeurs ambulants qui se met à commercialiser dans la rue des plats dont les Américains précédents, ceux qui les ont précédés, n'ont pas l'habitude. Ça devient donc une cuisine de rue avant de se retrouver plus tard dans les restaurants. D'accord. Et peut-être pour conclure un petit peu, est-ce que donc on a connaissance des habitudes, enfin des préférences alimentaires de Charlie Chaplin, qu'est-ce qu'il mangeait sur les tournages, etc. Comment ça se... On a une documentation extrêmement précise. Pendant très longtemps, il allait au restaurant tous les jours. Je rappelle que Chaplin a été l'homme le plus riche du monde dans le milieu du cinéma. Ça a été le premier millionnaire du cinéma, à égalité avec Douglas Fairbanks et Mary Pickford, les deux autres grandes stars du muet à l'époque. Et donc, tous les jours sur ces tournages, Douglas Fairbanks et Charlie Chaplin montaient à cheval, on était à Hollywood, et ils partaient à cheval à leur restaurant préféré. Ils y allaient tous les jours, 5 jours ou 6 jours par semaine, au point qu'aujourd'hui, encore dans ce même restaurant qui existe toujours, il y a une plaque qui dit « Ceci était la table de Charlie Chaplin ». Et Chaplin a eu faim pendant toute sa jeunesse. Chaplin, quand je dis a eu faim,
Chaplin a failli mourir de faim pendant les 10 premières années de sa vie. Il a passé 2 ans et des poussières dans un orphelinat à Londres dans des conditions abjectes. Je veux dire, Oliver Twist, c'est ça. Son père est alcoolique et en est mort. Sa mère est partie dans un asile d'aliénés, comme on disait à l'époque. Il a très 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 mal mangé et donc son fantasme constant, c'est de manger. Donc dès qu'il a les moyens, il mange bien. Il mange comme on mangeait bien aux États-Unis à l'époque, c'est-à-dire à la française, avec du canard, des viandes en sauce, des viandes rôties, des plats qui sont très travaillés par rapport à ce qu'on mange dans la moyenne des foyers et même dans la moyenne des restaurants américains de l'époque. Si vous regardez tous les films de Chaplin, vous pouvez à chaque fois appliquer ce grand principe. La loi de Chaplin, c'est la survie, et la survie, c'est d'abord se nourrir. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Claude Chabrol qui a dit la loi de Chaplin, c'est la survie. Et c'était aussi un très grand gourmand, Chabrol, comme on sait. Et il a mis le doigt sur le fait que tous les films de Chaplin, c'est l'histoire d'un type qui essaye de pas mourir de faim. Alors, selon le contexte, selon l'histoire qui est racontée, il va voler des saucisses à la fête foraine ou vers les derniers films de sa vie, où il va camper, par exemple, le roi Shadoff, dans Un roi à New York. Il va se faire servir des plats d'une sophistication franchement décourageante pour la ménagère qui a envie de se faire la cuisine tous les jours. Mais il aimait bien ça. Il s'est payé une croisière pour aller de la Grande-Bretagne à New York, Chaplin, et on a les menus qu'on lui a servis sur cette croisière, et à chaque fois, c'était la plus haute sophistication possible pour l'époque. On est juste avant le guide Michelin. Oh, mais c'est fantastique, vous êtes un puits de savoir, une historienne du... Ah oui, non, mais c'est passionnant, on pourrait vraiment... On pourrait passer des heures. J'étais en train de penser à la cuisine à table avec les Marx Brothers, parce qu'il y aurait la soupe de canard. Arrête, s'il te plaît, Henri. Non, mais, donc, merci beaucoup, Claire Dissot. Donc, on va rappeler quelques titres quand même. À table avec la mafia, à table avec les tontons, tonton flingueur, Charlie Chaplin, Bon appétit Monsieur Bond, livre de cocktail autour de Black et Mortimer. Voilà, retrouvez, chers auditeurs, retrouvez tous ces livres sur Internet, neufs ou d'occasion. Voilà. Merci beaucoup, Claire Dissot. Merci à vous de m'avoir invité. Bon appétit. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Un puits de culture. Il faudrait 4 heures d'émission. Oui, je pense. Je pense qu'elle est prête. Tu vois, peut-être lui proposer une chronique, si elle nous fait un petit truc de 5 minutes de temps en temps, ça pourrait être marrant. Ça quoi, le cinéma la cuisine dans le cinéma, pardon. Et donc, oui, je disais, Maxime et moi, on va vous parler de cuisine dans les films, mais juste après ce titre, on va s'écouter Calvados de Peter Doherty sur Westrack Radio. There's an old car hose with a wiry mane, pulls a cart along a country lane. It's been rolling since before the break of day, tending the orchard, stacking up the hay. The old farmer sits holding the reins, guiding the cart through Normandy lanes. And slow and steady is the way it was, the way it is, and the way it will remain as so. For the apples will grow, the barrels will roll, soon to become liquid gold, and the Calvados will flow. Sits the farmer's wife, picking her teeth with a pocket knife. It's all a mess of blues and chicken wire. She brushes the dog, spits in the fire, takes down the bottle, takes down the glass, and pours herself a tiny splash. The serum from the sacred orchard soil,
product of their blood and sweat and toil and soul. The apples will grow and the barrels will roll, soon to become liquid gold. The Calvados will flow. Je vois Henri avec des yeux. Non, tu pourrais préciser avec modération. Quand on parle d'alcool là-dedans. On peut écouter Pete Doherty. Chaque fois que moi je parle de vin, on m'engueule. Donc là, voilà, un grand on peut merci écouter quand sans même. modération. C'est ça. Un grand merci quand même au bonhomme, parce qu'en fait, il est sorti de cure de désintox à Étretat. Voilà, il a trouvé le grand amour et tout, et il voulait rendre hommage à la région. C'est pour ça qu'il a écrit un titre qui s'appelle Calvados. Voilà, mais ça se trouve, c'est juste pour le département, on sait pas. Non, c'était pas le département. C'est vraiment. Parce que le Calvados d'Étretat, tu me le trouves. C'est la norme. Je suis sûr qu'ils ont des pommes, ils savent pas comment faire. Exactement. Maxime, t'avais quelques séries, quelques films de référence, tu nous disais ? Oui, c'est évidemment un sujet donc, qui a été beaucoup traité au cinéma, mais également dans les séries. Je vais commencer par vous parler d'une série très récente, qui est, je dis très récente, mais on en est déjà à la 3e saison. Ça s'appelle The Bear. Est-ce que vous avez vu, donc l'ours en anglais ? Moi j'ai vu la bande-annonce, je n'ai pas suivi du tout la série. En gros, je vais juste vous parler des premiers épisodes et de l'histoire globale, mais c'est un chef qui revient dans sa ville natale de Chicago pour reprendre le petit restaurant de sandwich de son frère qui vient de décéder. Voilà, ça c'est le premier épisode, c'est ça. Sachant que le chef en question, donc le héros de la série, est passé par des grandes maisons, notamment à New York, et vient du monde des étoiles et de la haute gastronomie. Et donc des violences en cuisine et des violences psychologiques, donc personnage un peu torturé mais intéressant, donc il va reprendre le restaurant. Alors, on est aux États-Unis, donc on passe d'une gargote qui fait 3 sandwichs à directement un restaurant qui peut envoyer 150 plats, et voilà, c'est américain, donc c'est dans la démesure. Mais c'est une série très intéressante qui représente vraiment bien le rythme de la restauration, tout ce que ça peut engager en tant que charge mentale et charge physique, notamment sous le point de vue du héros, mais pas que, même les personnages secondaires aussi sont très bien traités. Donc c'est une série que je vous recommande, mais c'est vraiment plus là sur la restauration en elle-même que sur la nourriture. Mais bon, ça cartonne, c'est sur Netflix, si je me trompe pas. Il y a eu sur Netflix, ouais, et c'est, je crois que sur Amazon Prime aussi vous pouvez les retrouver, et on en est à la 3e saison. Et vous voyez, la 3e saison, sans vous donner de spoiler comme on dit, le restaurant a déjà pris énormément d'ampleur, et on est plutôt dans le monde des étoilés. Donc, ça y est, ça a déjà décollé. Non, mais voilà, l'ambition... Vivement la chute, alors. C'est toujours intéressant. Ça reste une série dramatique. Il y a eu aussi une pluie de récompenses pour les acteurs là, depuis 2-3 ans pour aux Emmy Awards. Mais voilà, c'est une série qui est dans l'air du temps, on va dire, mais qui est vraiment très intéressante. Est-ce qu'on y voit de la cuisine quand même, ou c'est vraiment... On y voit de la cuisine, un petit peu, notamment le fameux sandwich au bœuf qui devient la signature du restaurant. Ça, on voit toutes les étapes, mais il a le temps pastrami, non ? Alors, c'est à base de bœuf effiloché. C'est vraiment une spécialité de Chicago. Du pulled pork, mais du pulled beef. Du pulled beef. Et depuis très longtemps. Là. Et la particularité, ce qui fait le succès du restaurant, c'est que ce sandwich est servi avec une giardiniera, qui est l'équivalent d'un relish de cornichon, mais italo-américain. Là, on en revient à la cuisine italo-américaine qui a été évoquée par Claire Dixot tout à l'heure. Et ce qu'ils appellent le French dip. Le French dip, c'est juste du fond de veau, de la sauce. Donc l'idée, c'est de plonger le sandwich dans la sauce, comme s'il n'y en avait pas assez. J'aime bien quand il y a le mal comme ça. C'est du gravy. C'est du gravy aussi, ouais. Voilà. Mais là, c'est fait, on voit que c'est... En tout cas, la manière dont c'est filmé, on voit que c'est une belle sauce à la française.
Monter au beurre parce que c'était pas assez là. Exactement. Voilà, non mais super série, vraiment The Bear, belle énergie, c'est prenant. Et juste pour terminer avec cette série-là, il y a un des personnages, alors pas principaux mais qui est quand même récurrent dans la série, est un vrai cuisinier, en l'occurrence canadien, qui s'appelle Matthew Matheson, qui a pas mal de chroniques sur YouTube, qui a bossé pour l'émission Munchies, et qui est un chef reconnu, qui est chef avant d'être comédien. Donc voilà, c'est aussi basé, voilà, ils sont quand même basés sur des vrais pros de la cuisine pour monter la série. T'avais parlé aussi de Soprano, c'est bien ça, on reste toujours dans le mafieux, je remarque. Le mafieux est gourmand. Le mafieux est gourmand. Ça va bien se terminer cette émission. On peut le dire comme ça. Oui, je voulais évoquer les Sopranos parce que donc on est évidemment aussi dans la lignée des Scorsese et des grands films de mafia sur la communauté italo-américaine, donc Coppola également. Il y a même certains acteurs des Affranchis sont des acteurs des Sopranos, notamment l'amante de Ray des Affranchis et la psychologue de Tony Soprano. Mais c'est une série qui parle de famille et qui parle beaucoup de nourriture. Tous les films, tous les films de gangsters, généralement, si c'est pas des mafieux italiens, c'est des mafieux irlandais, et donc il y a le steak, les patates, il y a toujours... il y a quelque chose, ça marche. Gangster et bouffe, ça marche. Ça marche. Et oui, il y a même une des trames principales de la série tourne autour d'un traumatisme que le héros, donc Tony Soprano, qui est le chef de la mafia du New Jersey, en fait a un traumatisme d'enfance lié à la charcuterie. Quand il mange, voilà. Alors non, mais plutôt des traumas familiaux. Mais qui ensuite ont eu un impact sur sa personnalité, sur sa façon de voir certaines choses. Donc encore une fois, pas de spoiler, parce que ça enlèverait tout l'intérêt pour vous de regarder cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Mais c'est très intéressant en fait de lier vraiment la nourriture profondément au scénario lui-même. C'est pas l'acte de manger dans Les Sopranos n'est pas du tout anodin. Il y a par exemple un moment une divergence d'opinion entre Tony Soprano et un de ses employés, si je peux appeler ça comme ça. Et une des scènes pour illustrer ça, il y a Tony Soprano qui rentre chez lui, sa femme lui a préparé un bon petit plat qu'il a réchauffé au micro-ondes. Et pendant que lui attend que ses pâtes se réchauffent au micro-ondes, on voit un parallèle où son employé se prépare des pâtes aglio et olio, pour pas citer la recette, où il fait tout lui-même. Et, il va hacher finement l'ail, il va bien cuire les pâtes, etc. Il va boire du vin, Tony Soprano va boire du lait. Enfin bon, on est vraiment dans les grandes symboliques, mais... je voulais vous parler de cette série-là parce que vraiment la nourriture, il y a une place prépondérante et très symbolique. Alors, je sais qu'on a un film qu'on a dû voir tous les deux. Tu voulais parler de The Chef. Oui, The Chef qui est... Moi, j'ai pas du tout aimé, je te le dis. Ah ouais C'est notre spécialiste du MCU qui a fait ça en hommage à ses parents, je crois. Alors ça, je ne sais pas, c'est très possible, mais moi j'ai bien aimé la frénésie, encore une fois, pour faire parler avec The Bear, qui est très... c'est très réussi, franchement. Un petit synopsis, il reprend, il se foire son restaurant et il reprend un food truck, c'est ça ? Alors ça, c'est Chef tout court. Ah, j'ai confondu, pardon, autant pour moi. Ça, c'est Jon Favreau. Ouais, Jon Favreau. Jon Favreau qui a d'ailleurs un rôle dans la saison 5 des Sopranos. Mais bon, ça, c'est pour l'anecdote. Non, il y a eu The Chef, qui est un film le plus récent, c'est avec Stephen Graham. Où c'est l'action se passe juste le temps d'une soirée où en fait tout va mal se passer pour le chef en question, mais on y voit tout, on y voit le chef qui reçoit des influenceurs qui pensent qu'ils peuvent manger gratuitement, on voit son ancien chef qui vient lui faire une critique en direct de sa bouffe, on voit des employés qui posent des lapins, qui fument de la drogue, enfin c'est bon. C'est le standard de la restauration, un lundi j'ai envie de dire, mais non mais voilà, et c'est beaucoup de plans séquences, beaucoup d'énergie, de rythme. C'est sorti il y a 3-4 ans. Ah ouais, je vais le mettre le nez dedans. Ouais, The Chef. Mais là c'est pareil, c'est plus tout ce qui découle, on va dire, des excès et des déboires dans la restauration. Mais c'est d'actualité encore. Et c'est d'actualité. Je le disais avec humour, mais malheureusement, il y a les chefs hystériques, les critiques acerbes, les influenceurs, etc. Tout ça existe. Et je voulais terminer, on va quand même parler un petit peu d'une série française. Parce qu'on a beaucoup, là on parle beaucoup des États-Unis, etc. Mais une série que vous devez connaître, qui s'appelle Kaamelott.
Bah oui, Voilà. oui. Et ils passent leur temps à bouffer quand même. Ah ouais, les tartes, les fameuses tartes les tartes, dégueulasses. voilà. Le vin dégueulasse. Le vin, ils sont tout le temps en train de boulotter du pain, des rillettes, du saucisson, Caradoc, voilà, qui est l'expert. La taverne. J'ai toujours reconnu en lui, moi. moi plus Perceval, c'est pas faux. Et qui, je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais il y a un hommage où il invente le croque-monsieur. Ah, non, je l'ai raté celui-là, tiens. Où les paysans viennent voir le roi pour trouver le plat national. Croque-monsieur. Et ils ont devant eux du pain, du fromage et du jambon, ils savent pas quoi en faire. Et là, Caradoc intervient en disant regardez, j'ai une idée. Hop, il fait le montage d'un croque-monsieur. Et le roi goûte et Arthur dit c'est génial, on devrait l'appeler le Caradoc. Et là, Caradoc dit bah non, c'est beaucoup trop long, mais mon surnom quand j'étais petit, mes parents m'appelaient Croc. Et là, le roi Arthur fait « Voici le croc, monsieur. » Ah, joli, joli. Voilà. Donc, et c'est marrant, quand tu regardes Caradoc dans la série, il ressemble à comment c'est ce film où on a ce grand acteur dans son lit. Alexandre le Bienheureux. Alexandre le Bienheureux, ouais. C'est la vie que j'aurais voulu vivre, moi. Caradoc, il arrête pas de bouffer dans son lit, quoi. Ouais. Il bouffe, il a même des porcs entiers dans le lit. Il joue pas de musique, alors qu'Alexandre, il souffle dans son corps, quand même. Oui, quand même. Voilà, un petit hommage. Et toi, Henri, tu m'avais parlé de Ramen. Oui, moi j'ai un film dont je voulais vous parler, qui est un film assez culte, qui s'appelle Tampopo. C'est un film des années 80 de Jutsu Itami. Et ce qui est génial dans ce film, je trouve, c'est que comment est-ce qu'on peut... c'est une sorte de western un peu épique, burlesque, enfin très étrange et très, très, très drôle, avec des rencontres assez étonnantes. Et l'objet du film, c'est la quête du ramen parfait. Et donc il y a vraiment une... Ce que j'aime bien, c'est comprendre qu'un plat comme des ramen, qui souvent sont bâclés, enfin voilà, comme tout, hein, et on trouve des versions qui sont très très bâtardes, c'est quand même un très grand plat qui n'est pas purement japonais, c'est sino-japonais, hein, comme beaucoup de choses au Japon, notamment les signes graphiques, etc. Ça vient de Chine, et c'est un plat que les Japonais ont totalement maintenant, revendiqué, intégré. L'après-guerre, hein. Voilà, l'après-guerre, il fallait nourrir tout le monde. Et comprendre que, parce que pour nous occidentaux, parfois on se rend pas compte la finesse, la complexité et la beauté de ces plats-là, c'est pas des nouilles avec un bouillon déjà, avec du porc. Les bouillons sont travaillés. Ils peuvent cuire 12 heures. Il y a l'eau aussi, le katsui, l'eau alcaline, etc. La qualité des pâtes, les garnitures, les fameux œufs marinés au soja. Enfin, il y a un raffinement assez incroyable. Et c'est un très très grand plat. Les ramen, ça peut être un plat vraiment immense. Et l'objet de ce film, dont Tampopo, c'est vraiment comment élaborer. Enfin, c'est une quête un peu impossible parce qu'il n'y a pas de plat parfait, mais c'est essayer de trouver l'équilibre parfait entre le bouillon, les nouilles, les garnitures, la viande, les petites choses qu'on rajoute, les épices, etc. Mais je te rejoins dans beaucoup de mangas japonais ou même films chinois. C'est la bouffe, c'est primordial, quoi. C'est toujours... Alors je cherche, c'est les dessins animés princesse... Mononoke. Il y a toujours un repas, ils sont toujours en train de manger, il y a toujours... Chez Miyazaki, il y a beaucoup... Miyazaki, il y a la bouffe, c'est important. C'est très important chez Miyazaki. Dans la fabrication et la dégustation. Oui. Il y a même une scène très connue dans Chihiro qui est absolument redoutable, où les parents mangent alors qu'ils n'ont pas le droit de manger, ils se transforment en porc. C'est très traumatisant pour les enfants, d'ailleurs. Mais c'est l'idée qu'on ne peut pas manger non plus si on n'y est pas invité. Et sinon, on s'expose à devenir soi-même un gros cochon. Enfin, je sais pas si vous avez la scène en tête. Je l'ai. On a un profil, en tout cas, nous. Enfin, pour moi. Non, c'est pas nous deux. Nous deux, ouais. On compte pas Maxime. Et pareil, Lucie. Maxime, il est svelte comme un haricot. On est que deux sur ce coup-là, je l'avoue. Dans ce genre... alors, moi, mon film référence autour de la bouffe, vraiment, même qui m'a donné envie de faire ce métier-là, c'était Le Festin de Babette. Ouais, immense film. C'est une claque. Alors, synopsis, un grand empereur tsar débarque dans un petit village perdu au fin fond de la Sibérie, je sais pas trop où, et c'est une femme française qui doit lui faire à manger, et à un moment il s'exclame, c'est Madame Babette, parce que tout est exceptionnel, les vins, même la dégustation du vin en cuisine avec le petit grouillot derrière, des plats insensés qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, genre la soupe à la tortue, enfin, le film il est démentiel,
c'est d'une lenteur, mais c'est magnifique. Non, moi, c'est vraiment. Moi, ça m'évoque un peu le Fils de Babette, tu sais, les grandes natures mortes hollandaises. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça, ouais. On dirait. C'est un bon film. C'est vraiment c'est l'anti la grande bouffe, en fait. Ouais. C'est l'opposé de la grande bouffe, parce que c'est vraiment une ode à la nourriture, mais avec un rythme et une admiration. Tu ouvres le bal, justement, donc la grande bouffe, j'allais en parler. La grande bouffe, le suicide déguisé par la bouffe, quoi. Est-ce que c'est beau ? Non. C'est morbide. C'est morbide, hein. C'est pas vraiment pas mon préféré. Mais après, bon, les quelques De Funès quand même, l'aile ou la cuisse, le grand restaurant, avec Fernandel, la cuisine au beurre. Bourvil et Fernandel, ça c'était pas mal aussi, qui s'engueulent à savoir ce qu'on fait la cuisine à l'huile d'olive ou au beurre. Moi j'ai adoré. Et... ouais, il fallait pas revenir de la guerre, hein, le pauvre bonhomme. Vous vous souvenez de Funès dans le grand restaurant avec M. Septime, les mimosas, non ? Ah non, c'est un jeune serveur qui apporte les mimosas. Et Septime, qui est le directeur du restaurant, lui hurle dessus en disant c'est avec de l'estragon les mimosas. Et puis finalement, donc, il raccompagne l'apprenti en cuisine. Et puis il y a le chef qui est 2 fois plus gros que De Funès, qui lui dit jamais d'estragon dans la mimosa. Ah oui, ça exactement. Des persils et des oignons. Il y a quelqu'un de trop dans cette cuisine, vous trouvez pas ? Et puis alors De Funès se carapate en disant non, mais c'est pas moi. Enfin, extrêmement drôle. Ah ouais, donc, on ne saura pas d'estragon dans les mimosas. Après, il y a eu. Retient. Je l'ai fait dans le désordre, mais il y en a quelques-uns, et certains français. Vatel, très bon film sur ce qu'était la cuisine à l'époque des rois, parce que c'est quand même relativement impressionnant. Un récompensé qui m'avait marqué, c'était Beignet de tomates vertes, film asiatique. Voilà, belle ambiance. Après, il y a des grands classiques. Hein. Pour moi, il y a Charlie et la chocolaterie, quoi. Si on n'en bouffe pas du chocolat pendant deux plombes. Et film qui a été rebooté. Tu parles de Tim Burton, là ? Ah bah, il y en a au moins 3 versions, ouais. Avant Tim Burton, d'accord. Ah ouais, oui, non, t'as la version noir et blanc, la version couleur. Et moi, il y en a un qui m'a fait poiler, vraiment Barbac. Qui a été tourné avec Fabrice Eboué. Alors j'avoue, c'est là, c'est bien et c'est pas bien, mais et en plus il y a cette critique de la boucherie industrielle, de la boucherie artisanale. Moi, je me suis fendu la gueule. C'est très drôle. Bon, ça fait moins rire, Lucie. Non, elle l'a pas vu, heureusement. Alors, je connais pas. Ah non, le regarde pas du tout. Ouais. En tout cas, si on te propose en gros, il tue des véganes pour faire du jambon. Mais voilà. C'est peut-être pour ça que je l'ai jamais vu. Donc, si on te propose du porc iranien, faudra. Non, porc iranien, t'en manges pas. Délicatessen aussi, dans le même thème, un humour sombre, noir. Jeunet, ouais. Jeunet. Monsieur Dreyfus, vieux. Pierre Jeunet. Après, la cuisiner dépendance, le goût de la Bacri, vie. Ouais. Ah, lequel tu Bacri. Cuisiner dépendance. Oui. C'est avec Bacri. Ouais, c'est ça, ouais. Le festin chinois, enfin voilà. Bizarrement, j'ai les films en cherchant, j'ai parcouru, c'est dans tous les pays. Dans tous les pays, on parle de bouffe régulièrement. Et inversement, dans les films, c'est là où je voulais parler, c'est les films ont aussi inspiré la cuisine au sens large. Je parle par exemple de la fameuse salade César qui a été inventée parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer et que les stars du cinéma voulaient bouffer un truc vite fait, bien fait. Et la salade César a été inventée comme ça, pas loin d'Hollywood. Non, Mexique, autant pour moi. C'était près du Mexique. Le chef est mexicain, mais après, je sais pas, le lieu, je sais pas. Et voilà, donc c'est des délires comme ça, ce qu'imposaient les acteurs, ce qu'imposaient les producteurs aussi. On va en citer quelques-uns qui sont rigolos. Par exemple, on a La Petite Maison dans la Prairie. Bon, faut savoir que dans chaque épisode, ils bouffaient du poulet frit, quoi. Ah ouais. C'était poulet frit H24. Dans les trucages du cinéma, on a aussi le thé glacé qui remplace tous les whisky bourbon qu'on peut trouver. Enfin voilà, il y a aussi des influences comme ça, à tel point qu'il y en a qui ont fait des nausées ou qui ont été malades à cause de ça. Je sais plus lequel qui avait fait du diabète à cause du thé glacé sur une scène de tournage. Ah ouais, non, mais c'est trop de sucre. Et inversement, il y a, moi j'ai trouvé, c'est Gastrono Geek. C'est bizarre, j'arrive à dire le nom de mon émission et pas le nom, pas le titre. C'est Tilbo Villanova qui fait ça. Alors moi je le connaissais via YouTube, mais en fait c'est avant tout un cuisinier et un auteur
qui fait des beaux bouquins. Tiens, je vais vous en passer un, les gars, si vous voulez feuilleter tous les deux. Moi, ce que j'adore, il y a une référence. Il va prendre par exemple Star Wars et il va développer des recettes de cuisine autour de Star Wars. Avec des clins d'œil des fois même au film. Par exemple, dans Star Wars, on les voit boire du lait bleu, un peu bleuté, une sorte de lait bleuté. Il va essayer de refaire visuellement la même chose. Donc ça, on est un peu dans la dynamique de ce que fait Claire Dixon, mais avec plus... Non, lui, c'est pas... C'est plutôt une imagination autour de... voilà. Il interprète le film autour de plats. C'est plutôt en rapport avec... je vais prendre Harry Potter, il a refait la recette de la bière beurre, mais à côté de ça, il va inventer des plats sur le thème d'un personnage. C'est une façon plus libre. C'est très très libre. C'est un gars qui est très très sérieux. Il a travaillé avec Thierry Marx, qui était au Havre ce week-end, là, qui était à Jules Le Seine il n'y a pas très longtemps. Il a travaillé avec d'autres grands cuisiniers pour élaborer les recettes. Moi, j'adore ces bouquins parce que la reliure est magnifique, le papier, la photographie. C'est beau. Il y a du lexique matériel, lexique vocabulaire, il y a des tutos, comment faire la pâte sablée, enfin des choses très simples. Et à côté de ça, c'est toujours ludique. Il y a une petite énigme, généralement, dans chaque bouquin. Faut retrouver les indices et ça vous amène sur donc il y a des solutions de jeu. Ça fait un peu le journal de Mickey où on trichait, on allait voir la solution avant de faire le jeu, généralement. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Ouais, t'as fait comme nous, les labyrinthes à l'envers et tout, je suis sûr. Ça balance vachement. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, ça. Non, on n'en parlerait pas. Enfin voilà, Gastrono Geek, je voulais l'avoir en interview, c'est dommage. J'ai pas eu de réponse. Alors par contre, un auteur très 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 prolifique, parce que il y en a même un qui est consacré exclusivement à Star Wars. Il y en a que sur Harry Potter. Enfin voilà, alors c'est souvent le fantastique, c'est souvent la science-fiction. Mais il a fait, avec Nota Bene, un livre sur la cuisine médiévale, la cuisine historique. Qu'est-ce qu'on mange dans les tranchées, qu'est-ce qu'on mange au Moyen-Âge. Un autre youtubeur plutôt calé histoire, Nota Bene, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc il y a des beaux partenariats. Et j'aime bien son émission, c'est sur YouTube, si vous voulez voir ce qu'il fait, c'est facile. C'est pas prise de tête, c'est des formats courts, c'est des recettes relativement très simples. Et toi qui adores les ramen, il faut absolument que tu regardes, il y a des recettes de ramen fabuleux. Et il parcourt vraiment le cinéma, le grand écran, le petit écran à tour de bras. Voilà. J'aurais bien voulu qu'il nous en parle, mais il n'était pas là. Le jeu vidéo aussi, il est très... Ouais, jeu vidéo aussi, très branché jeu vidéo, manga et autres. Moi j'ai oublié de vous parler d'un film qui n'est pas très intéressant en tant qu'objet cinématographique, mais qui est merveilleux pour les amateurs de cuisine traditionnelle française, pour ce qu'on y voit en termes de cuisine. Parce qu'honnêtement, le film est assez mauvais. Il y a Mathieu Amalric qui joue mal. Tout est mauvais, le scénario est mauvais, mais c'est la passion de Dodin Bouffant. Et ce film est à voir quand même, à condition qu'on soit passionné de cuisine. Parce que franchement, si on n'est pas passionné de cuisine, c'est inintéressant. Par contre, toute la préparation du repas, du pot-au-feu, de différentes choses, on parle énormément de recettes, d'asperges, de turbo. Il y a vraiment toute cette... dans une ancienne cuisine comme on faisait avant, avec tout manuel finalement. Ça, c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment un des plus beaux films sur la cuisine au 19e siècle, comment elle était servie et comment elle était préparée. En revanche, comme film, c'est oubliable. À voir une fois. Donc, à voir pour les passionnés de cuisine. Pour les passionnés de cuisine. Après, moi, pour terminer sur ce sujet, il ne faut pas aussi oublier un truc. Hollywood, ça a toujours été que pour l'argent. C'est que les salles de cinéma gagnent leur argent, vraiment, c'est souvent pas les cochonneries qu'on bouffe en salle. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'amener nos propres biscuits et ainsi de suite. Et souvent, le popcorn, je suis désolé, moi, il me faut mon bol de popcorn. Salé ou sucré ? Ah, sucré, moi, je suis à l'ancienne, voire même caramel, je serais encore plus heureux si... T'achètes des baffes, alors ? Non, j'aime pas les baffes, j'aime bien les vrais popcorn et je les préfère au caramel. Les caramels, les boissons sucrées, enfin, toutes ces cochonneries, quoi, qu'on picore. Je vais pas faire le vieux con, mais encore que, mais avant, il y avait quand même des hôtesses qui venaient avec des ouvreuses, avec des plateaux, comme dans Eddie Mitchell, la dernière séance. Qui vendaient des glaces fondues. Et des chocolattis. Des chocolattis, ouais. Voilà. Fallait se dépêcher
empêché de bouffer la glace parce qu'elle était déjà en train de fondre depuis au moins une bonne demi-heure. Quand ça te dégoulinait pas sur les doigts. Maintenant, au Havre, là, vous avez vu au pâté, il y a plus personne. Enfin, il y a des trucs. Ouais, c'est distributeur. Voilà. Ouais, on en perd. C'est dommage. Mais c'est pour ça qu'il faut aller dans les bons cinémas, ceux qui sont le Sirius, le studio. Noé, le studio. Je vais faire un petit les coup. petites salles Je d'abord. vais faire une petite dédicace et un petit coucou à ma sœur Juliette, tu vois, un message personnel qui habite à Mascate, au Sultanat d'Oman. Et bien, il se trouve que là-bas, un des intérêts de ce pays, pour moi, c'est qu'il y a un cinéma qui s'appelle, je sais plus, VIP, je sais pas quoi. Il y a des sièges en cuir inclinables et on a une vraie carte de restauration, un peu finger food. Tacos, enchiladas, etc. Alors, on arrive, il y a une blanquette, une couverture. Ah, mais c'est excellent. On s'allonge et la personne vous apporte vos enchiladas. Le film peut être un navet absolu, on s'en fout complètement. C'est vraiment pour manger. Et combien Donc, ça bon, coûte du coup? Parce que je ne sais plus, c'est toujours mon beau-frère adoré qui m'invite. Juliette, Tadéus, si vous m'écoutez, voilà, c'est pour vous. vu les tarifs au Havre, je me pose la question d'une séance comme ça. Ciné-bouffe, ouais, c'est bien ça. Ciné-bouffe, ouais, j'aime bien le concept. Et ouais, voilà quoi, ces petits coins. Alors, on a perdu, il y avait les hot dogs, il y avait plein d'autres trucs, hein. Il y avait plein de cochonneries à bouffer au cinéma. Et le cinéma, les drive-in, là, les drive-through, où on était en voiture, là, comme on voit dans Happy Days, tout je te ça. rappelle qu'on habite en Normandie, quoi. Sinon, en plein air, c'est 3 jours par an. Mais bon, pourquoi pas? Ça a toujours été mon rêve de gosse. Quand j'en voyais, vous connaissez la série Happy Days, évidemment, ce genre. L'Amérique, quoi, les grosses Cadillacs, on arrive et on regarde le film. D'ailleurs, c'est comme ça que le clip Thriller commence, je crois. Hein. Où ils sont dans un cinéma ou ils sont dans un drive-in? Non, ils sont dans un drive-in, ouais. Oh oui, jolie la référence. Enfin voilà, ouais, la bouffe au cinéma, le cinéma dans la bouffe. C'était bien. C'était bien, messieurs. On était bien. Voilà, bah c'était gastronomiquement vôtre, bah, décidément aujourd'hui. L'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Retrouvez le podcast de cette émission sur toutes les plateformes et YouTube. Mathieu a fait un travail fabuleux, maintenant on est sur YouTube. Vous pouvez retrouver le podcast si vous êtes abonné. Il y a des gens qui s'abonnent à YouTube? Non, je crois pas. Hein. Et même sans être abonné, on peut le retrouver. On peut le retrouver, il n'y a pas besoin. Et sinon, vous pouvez cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Oui, voilà, la cloche. Voilà. Bah oui, c'est de vrai. rien, On n'est pas habitué à YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Voilà. C'est moi la cloche? Il faut des gros doigts pour cliquer sur la cloche alors. Et voilà, donc, comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr.